bon, j'ai le même point de départ que tout le monde, le métropole bashing, on appelle ça. Parce que le bouquin dont il était question, qui s'appelle Métropole barbare, qui est écrit par un collègue lyonnais, le sous-titre, il est terrifiant pour moi, c'est désurbaniser la terre, démondialiser la ville. Je dis ça parce que je pense qu'il y a parmi la compétition qui vous attend une équipe qui s'en connaît pas mal dans cette compétition. Et qui est terrifiant. Il parle beaucoup, non mais il parle beaucoup, le collègue en question, quand même, des villes, des grandes villes du tiers-monde, etc. Mais bon, quand vous balancez ce propos dans la société française, effectivement, vous faites un succès d'estime auprès d'une fraction de la population qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais c'est plutôt extrême gauche et l'extrême droite, entre les deux, a très envie de démondialiser et très envie de désurbaniser, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'équilibre général de notre planète, parce que si on se met à habiter tout partout, je ne sais pas où on produira la nourriture. Et alors, il y a quelque chose de terrible dans cette société qui, au moment où elle reconnaît le fait métropolitain, elle le reconnaît dans la rue, quoi, hein, parce que nous, la métropole, c'est gentil de m'avoir mis dans la même catégorie, mais il y a un peu un père et un fils, quoi. Non, mais c'est pas par rapport à la question d'âge, c'est que l'homme de la métropole, c'est lui, donc c'est parce qu'on biberonne Pierre Retz qu'on devient Martin Magnier, c'est la seule raison, puis je suis pas le seul. Donc, toujours est-il que les chercheurs, ils ont posé métropole à la fin des années 80. Moi, je me rappelle très bien le texte de Pierre Retz, c'est pas le seul, mais qui balançait cette notion et réveillait l'explication de la France à travers la métropole, c'était fin des années 80. Avant que ça devienne un sujet citoyen, parce que c'est le cas maintenant, il a fallu donc presque une petite quarantaine d'années, en tout cas une bonne trentaine d'années. Au moment où ça arrive vraiment dans un contexte de réprobation, de rejet, qui est même plus grave que la question de métropole, parce que effectivement, le mot clé de tout ce que Pierre a fait dans sa carrière, qu'on a beaucoup animé, c'est le mot système. Mais allez vendre le système aujourd'hui, dans une société anti-système, dans une société où une fraction des gens qui sont en souffrance et qui se dressent, le font contre le système. Un truc fumeux qui va du monde au complotisme, en passant d'ailleurs jusqu'à, y compris, les institutions qui ont bousculé beaucoup de choses, la loi d'autres, les irritants de la loi d'autres, comme dit une partie de la droite au Parlement, etc. Alors, moi, je raconte tout ça parce que je pense que votre rendez-vous politique, il a cette délicatesse-là, c'est que il est municipal, c'est comme ça. Voilà. Donc il faut faire comprendre des choses. Et il faut trouver une connivence avec l'électorat dans le périmètre grenoblois, il n'y a pas d'autre. Mais en fait, le rendez-vous politique, il est métropolitain. Et donc il faut gagner à Grenoble, mais il ne faut pas se tromper de promesses. Et surtout pas s'emberlificoter dans un discours rhétorique qui ferait une métropole bashing, parce que demain, et ce que je vous souhaite, vous serez à la métropole, plus qu'à la ville de Grenoble. Tout se jouera à la métropole, de plus en plus. Et à 2020 à 2026 et au-delà, c'est absolument irréversible. Les affaires publiques d'une agglomération comme la vôtre sont irréversiblement métropolitaines dans tous les sujets, et en particulier, le plus important d'entre eux, qui est celui de la transition et d'un nouveau mode de développement. Personne ne sauvera la planète chez lui, dans sa commune. C'était nécessaire de donner des signaux créatifs ici et là, et ensuite, pour passer à l'action, c'est à ces niveaux-là qu'on peut le réaliser, et voir beaucoup d'autres au-dessus. Alors, parce que je vous mets dans une sorte de tension qui consiste à dire, plus vous parlerez métropole dans la campagne, et quelque part, moins vous serez écouté. De même que plus vous parlez système aujourd'hui dans la société, et plus vous êtes immédiatement invalidé, réfuté, qui est du côté du système. Vous voyez ce que ça veut dire, de puissant, de dominant, etc. Alors que, franchement, c'est pas ça que le mot apporte. Je suggère que vous portiez les mots d'ordre, les valeurs et les enjeux qui, en fait, sont le rendez-vous métropolitain, mais sans peindre la métropole sur l'ensemble de vos objectifs politiques, parce que ça sera relativement contre-productif dans très peu de temps. Et je veux citer 5 sujets qui sont éminemment métropolitains. Vous n'aurez pas à vous trahir, il ne s'agit pas de mettre son drapeau dans sa poche. On est métropolitain, mais le rendez-vous électoral, ça consiste pas à élire le représentant métropolitain. Donc, c'est franc prend acte. Donc, il faut parler à la municipalité et aux citoyens métropolitains. Mais on peut mettre les accents dans le sens suivant. Le premier sujet, et qui est un truc qu'on vient d'apprendre là dans les 2 jours, je vais vous raconter ce qu'on a fait Pierre et moi dans ces 2 jours. Le premier sujet, c'est l'ouverture. Cette ville, elle a besoin de... Cette ville, j'ai bien dit cette ville-là, évidemment, l'ouverture, c'est une notion métropolitaine, mais cette ville, elle a besoin
de redire les qualités d'ouverture qui ont été historiquement les siennes depuis très longtemps, même avant la guerre, parce que c'était une grande ville d'immigration italienne, vous savez que je ne vous refais pas toute l'histoire de ça. Et c'est un marqueur grenoblois. Tout à l'heure, on était 65 à la Cité des Territoires avec l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire. Je vous fais quelque chose, un truc que Pierre Vels a inventé, avec quelques autres, pas tout seul, mais quand même, qui fonctionne depuis 20 ans. Et donc là, on était avec 60 personnes de responsables publics et privés, d'entreprises, d'institutions, de collectivités, etc., etc. Et hier soir, même à la Bastille de la salle d'hier, l'un nous dit mais en fait, j'ai compris, cette ville, c'est une ville jeune. Alors, ce n'est pas démographique, ce n'est pas une ville de jeunes, c'est une ville qui a cette capacité d'être systématiquement dans la transformation qui reprend ce qui l'a constituée pour la modifier entre autres choses. Et sans vouloir casser du sucre sur les voisins, la comparaison, c'est dire c'est pas Bordeaux ici. C'est pas Bordeaux parce qu'il n'y a pas ces conventions et ces lourdeurs d'héritage qui font qu'avant toute décision, il faut savoir si on ne martyrise pas ce dont on vient. Ici, c'est une ville qui se transforme et qui s'est toujours transformée, alors même parfois dans une rapidité. Et alors ça je pense que c'est une proposition de fond, parce qu'il y a des valeurs dans l'ouverture qui sont évidemment l'accueil. Si on ouvre, il faut savoir accueillir, et l'inclusion. Parce qu'il ne suffit pas que les gens arrivent, il faut aussi qu'ils deviennent grenoblois. C'est une des villes où on devient le plus facilement de la ville. Allez devenir lyonnais, etc. Bordelais. On a, je ne sais pas, ensemble, qui est directeur de l'agence urbanistique. Au bout de 8 ans, il me dit je ne serai jamais bordelais, je vais retourner à Paris, Jean-Marc Leclerc. Bon, moi je pense qu'on devient facilement grenoblois. Mais encore faut-il qu'on se le répète et qu'on le propose et qu'on dise aux électeurs nous, ce qu'on a envie de faire, c'est une ville avec des gens qui ont envie d'accueillir d'autres gens qui vont devenir grenoblois. Alors ça c'est un beau sujet et en fait évidemment il est éminemment métropolitain mais on n'est pas obligé de l'utiliser comme ça. Le deuxième sujet c'est la question de la dynamique. Ça va avec, parce que si vous accueillez c'est qu'il y a des raisons de venir. Estudiantine, professionnelle, tout ce que vous voulez. Mais la question de la dynamique, elle est je me permets peut-être j'estime qu'elle est gravement posée à Grenoble. Qu'elle est gravement posée à Grenoble et que la ville de Grenoble a une responsabilité propre à la gravité de cette question. Je m'explique. La conception grenobloise de la dynamique a été une conception dédiée à la croissance. Croissance urbaine, croissance industrielle, croissance technologique, croissance des ambitions, grands projets, par là. À un moment donné, vous savez bien que ce rendez-vous-là, il est plus politiquement entendable. Et pour des raisons totalement raisonnables et justifiées, et il n'est en particulier pas entendable par la fraction jeune de la société qui remet fondamentalement en cause, entendons-le et sortons de la contradiction, le principe de la croissance. Ça n'en fait pas des décroissants pour autant, et c'est là qu'il faut être malin. Parce que je pense qu'il faut porter un mot d'ordre de dynamique, et qu'il ne soit pas un mot d'ordre de croissance. Si vous portez un mot d'ordre de croissance, effectivement, ici, à Grenoble, vous allez perdre une fraction créative de gens qui sont porteurs d'innovation sociétale et de vraies transformations qui peuvent faire de cette île à nouveau un attracteur, mais qui réfutent la croissance dans tout ce qu'elle peut avoir débridé, non durable. Je ne vous fais pas tout le topo, vous connaissez tous les clignotants qui s'éclairent pour nous dire attention, ça ne peut plus être le modèle du XXIe siècle. Et bien, retrouver la dynamique créative, la dynamique de solution qui nous permet de mieux manger, mieux se soigner, mieux s'éduquer, mieux, etc., sans faire de la croissance le veau d'or. Ça, c'est un sacré beau sujet. D'ailleurs, vous avez cité un des sujets là-dessus, c'est la question de la santé. La santé, c'est un immense marché. Public, marchand, non marchand, c'est un immense sujet. Santé des personnes et des environnements. C'est un sujet de dynamique, dans le sens où c'est quelque chose qui porte un enthousiasme fantastique, à gagner du bien-être dans ce qui nous entoure et dans ce que nous sommes. Voilà, ça c'est un sujet que personne n'a envie de faire de la santé une économie de la croissance. C'est pas le sujet, mais par contre, une fonction dynamique, oui. Donc là, il y a un deuxième propos, de dire voilà, nous on porte un projet politique qui est issu de la dynamique. Mais ne nous mettez pas, ne nous cataloguez pas croissantistes pour autant, parce que de la croissance, nous aussi, nous sommes porteurs d'une critique de fond. Le troisième sujet, et j'emprunte l'objectif numéro, je ne le connais pas par cœur, moi, j'ai oublié, 17. Le troisième sujet a trait à la question de la solidarité.
dont on a l'impression que c'est la grande défaite dans le pays et que ce pays serait devenu très peu solidaire, un des moins solidaires qui soit, d'où les révoltes diverses et variées appelant à la redistribution. Puis après, quand on regarde les chiffres comme Pierre l'a fait et d'autres, moi je vous invite à lire un livre qui se lit très vite, Hervé Lebras, Se sentir mal dans une France qui va bien, on se rend compte qu'en fait on est un des pays les plus redistributifs, celui dont le filet social est le plus développé dans leur. Ben, ça fait une belle jambe à ceux qui sont dans la police, certes, à la fin, il ne faut pas perdre complètement d'or. Or, la grande question, c'est que dans l'imaginaire collectif, la métropole n'est pas populaire. La métropole n'est pas un cas social. La métropole, c'est la ville des gagnants, c'est la ville de ceux qui, des casseux, voilà, des intellos, c'est la ville des, alors chez nous, c'est la ville des bobos. Voilà, ok, moi je suis définitivement bobo, oui, je fais partie de la. Et c'est une erreur fondamentale. Parce que ces villes sont constituées de classes populaires, réellement. Et à Paris encore, bien sûr, il suffit d'aller dans les quartiers, dans le 19e, dans le 20e, dans le 12e où j'habite, etc. Et Grenoble est une ville éminemment populaire. Mais métropole populaire, c'est bizarre, ça ne va pas ensemble. Alors, je disais qu'il ne fallait pas étiqueter forcément toujours le mot métropole, mais la question de la ville populaire, de la reconquête d'être chez soi dans la ville quand on est dans des catégories modestes, dans les, on va dire, pour avec un terme technique, les 3 premiers déciles des impôts, et ben ça pour moi, c'est une vraie belle promesse parce que sinon, la conviction, c'est que la ville, c'est pas pour les gens de peu. Les gens de peu dehors. Donc, du coup, ipso facto, la métropole, c'est pour tous les autres. Et ça, c'est insupportable parce que ça ne correspond pas du tout à la vérité. Et bien sûr, c'est socialement absolument pas bien. Et mon 4e point, c'est la question de la citoyenneté. Et évidemment que l'enjeu majeur, c'est comment on va être citoyen de la métropole. Et que c'est pas facile dans la mesure où, pour l'instant, le citoyen de la métropole, il n'a pas cette expression suprême, supérieure, comme quand une conquête de la Révolution française, qui est l'expression du suffrage universel. C'est pas facile d'être citoyen quand on n'a pas le suffrage universel. Citoyen métropolitain. Alors, on ne va pas non plus dire la promesse que quand ça sera le moment, on arrivera à gagner contre le reste de la France, d'ailleurs. Le fait de pouvoir voter au suffrage universel direct dans les métropoles. Mais la question de la citoyenneté, pour moi, il faut la reprendre sur quelques mots d'ordre qui ont une très forte vertu métropolitaine, sans forcément afficher, je me répète, pour bien. La vraie citoyenneté que les gens réclament aujourd'hui, ça s'entend quand même très fort, à cause des transitions que je n'ai pas quand même dit. C'est ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté contributive. Ce n'est pas la citoyenneté de la protestation, forcément, ou la citoyenneté du contrôle, ou la citoyenneté de la vigilance, consistant à dire on veut être des citoyens informés, on ne veut pas qu'on nous fasse des enfants dans le dos, on veut participer à la décision. C'est une citoyenneté de gens qui veulent s'engager pour faire. Aujourd'hui, un citoyen, c'est quelqu'un qui veut que ses solutions soient prises au sérieux et qu'il puisse les déployer, les siennes propres, celles de la petite collectivité dans laquelle il s'inscrit, le voisinage, le quartier, l'immeuble, le truc, le village, etc. Et qu'on a marre de s'entendre dire que les affaires publiques ne sont pas ses affaires, en tant qu'ils aient des responsables pour cela, des élus, des services, et que lui, c'est un usager, un administré, mais voilà. Non, je veux être un citoyen qui fait. Et donc, une conception, je pense que Sylvie Barnezet, on entend très bien ça, une conception contributive ou contributrice de la citoyenneté, c'est une conception qui fait du citoyen quelqu'un qui est capable d'entreprendre effectivement un circuit alimentaire durable et traçable et de proximité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il devient un militant du manger local. Il sait bien qu'il ne peut pas manger que local, mais il va quand même mettre une pièce dans le dispositif. Et ça, c'est une dimension métropolitaine considérable, bien sûr. On n'est pas obligé de le dire, mais parce que ça, être citoyen contributeur, c'est forcément s'élargir, s'ouvrir aux autres et trouver des solutions dehors, etc. Voilà, c'est ça que moi je réfléchis, parce que je sais que sinon c'est un peu vous emmener dans une grande difficulté qui est cette réfutation systémique pour utiliser des mots un peu conservants, entre guillemets. Et pour autant, on peut vendre le même idéal avec quelques sujets qui ont une forte portée métropolitaine, qui sont le bon rendez-vous, tout en disant Grenoblois, la question c'est Grenoble. Voilà, la question tout de suite c'est Grenoble. Mais Grenoble avec ces valeurs-là, c'est une ville qui prend place dans sa métropole. On a terminé nos 2 jours de formation avec. Il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens plus qui, mais si c'est pas d'autre, c'est un urbaniste grec de Genève. Il a dit une phrase très juste, il parlait des métiers de l'urbanisme. À la place de métier, vous mettez une mission, il a dit notre métier, c'est de donner forme aux espoirs. Je trouve que
votre job et votre engagement, c'est de donner forme à l'espoir, parce que je trouve qu'on est dans les élections de la peur. La peur du lendemain, de la grande incertitude politique partout. Il n'y a pas une ville où on sait exactement qui va sortir, donc tout le monde a peur. À Bordeaux, ils ont très très peur. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde a peur, quand même un peu, de la vague écologiste, laquelle est l'expression d'une peur collective. Dans quelle collapsologie on est en train d'entrer? C'est l'effondrement, vous connaissez, l'effondrement de la biodiversité, etc. C'est pas plus 3 degrés qui nous attend. Donc, il y a une espèce d'angoisse collective effroyable qui fait de ces élections un vrai grand rendez-vous de la peur, je trouve. Alors que, comme il l'a dit, c'est quand même les élections, c'est des moments où on donne forme à l'espoir. Donc, parce que sinon, donner forme à la peur, le marché est déjà pris. Mais donner forme à l'espoir, voilà, je pense que c'est assez porteur. Et avec des préférences des clés grenobloises qui ont une dimension métropolitaine. Voilà ce que je voulais dire. La capacité à la coopération, pas terrible en région grenobloise. Et je confirme, parce que vous avez une histoire intercommunale laborieuse. Elle est laborieuse, je me souviens de la résumer, mais ça a été moins vite ici que dans d'autres places. Il y en a d'autres, c'est pire, mais enfin, on ne va pas se satisfaire de cette chose-là. Et qu'est-ce qui a fait que l'Ouest a mangé son pain blanc après avoir mangé un pain noir au XIXe siècle, pour un tas de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas? C'est aussi quelques héritages très très profonds, anthropologiques, qui ont bien été étudiés, encore une fois, par Réseau de Bras, mais ça se trouve dans le bouquin avec le méthode. Et en particulier, il faut se le raconter, la place de l'Église et la place structurante de l'Église dans ces sociétés locales. Ce sont des sociétés qui sont tout autant déchristianisées ici, mais ça a laissé des traces en profondeur tout à fait considérables qui font qu'à un moment donné, quand il s'agit de s'identifier à une communauté ou un collectif, dans l'Ouest, ils ont quelques antériorités, une sorte d'atavisme, si vous voulez. C'est pas l'aventure grenobloise qui accueille des personnes, qui accueille des diasporas, qui accueille des groupes un peu décrochés, et qui a cette formidable génie de les mettre dans le même chaudron pour leur donner une chance à tous quand même, parce que c'est ça l'histoire grenobloise des années 50, 60, 70. C'est quand même une telle immigration qui se le raconte pas beaucoup, mais qui pourrait en parler à des Montpellier, Marseille et d'autres, parce qu'ici, entre les Italiens, les Grecs, les Arméniens, etc., ça a été quand même tout à fait considérable. Eh bien, il y a aujourd'hui, s'il n'y a pas, ce que Pierre a souligné, les atavismes et les causes profondes d'avoir des ferments de coopération, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se dire qu'on est une société d'individus et de personnes qui sont dans des aventures personnelles. Il faut reconstruire ces collectifs. Et c'est là que la question culturelle, elle est vitale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un projet culturel, une ambition culturelle, une proposition culturelle, une offre culturelle, sinon ce qui nous parle de nous, à nous, mais du nous collectif qu'on représente à chacun d'entre nous. Donc la culture devient un levier plus que politique, que sociétal, une promesse, une condition de survie d'une certaine façon, qui est absolument fondamentale. Comment devenir plus coopératif? Eh bien effectivement, en ayant une politique culturelle de fond ambitieuse pendant 30 ans, pour qu'on puisse dire un jour, ah, mais la région grenobloise, c'est quand même une région de gens qui coopèrent facilement, spontanément. Pourquoi? Tiens, parce qu'il y a eu cet effort culturel. Et c'est la même chose par rapport à la métropole populaire. Moi, je sais que j'ai fait l'insiste au début parce qu'il y a des témoignages de deux côtés là pour dire ben, c'est ça qu'on ressent quand on va sur le terrain. La métropole, on se prend des baffes, évidemment. Alors, y a-t-il un exemple, Philippe, y a-t-il un exemple de métropole populaire? J'ai cherché, puis en écoutant Sylvie, je me dis qu'en fait, il faut répondre clairement non. Parce qu'elles ont toutes été construites comme des objets techniques, pas seulement la vôtre. Moi, je bosse beaucoup avec la métropole de Lille. Donc, en matière de populo, là, il y a ce qu'il faut. Donc, si on veut être, et en plus, coopérateur, il y a une magnifique ambiance dans ces villes-là. N'empêche que la métropole de Lille, 95 communes, pardon, bah, c'est 95 villages, quoi. Et que les pauvres gens tanqués à Roubaix, Lille, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, et pourtant, les transports en commun, mais ils ne sortent pas. Parce qu'il y a des phénomènes d'enfermement au sein des métropoles qui sont catastrophiques et qui sont considérables. Alors, on ne peut pas tolérer une société métropolitaine dans laquelle une fraction non négligeable, 15, 20, 25, 30% de la population, ne vit pas la métropole. Parce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne calculent pas ce que c'est. C'est qu'ils ne la vivent pas. Ils n'y ont pas droit. Ils vivent dans la métropole, mais ils n'y ont pas droit. Ils n'ont pas droit à toutes les opportunités métropolitaines que la métropole leur propose, alors qu'ils sont un peu amers, quoi. Alors en plus, sur leur serine, que la métropole c'est vachement bien, ça devient douloureux. Et comment les désenclaver
les libérer et les porter vers cette offre éducative, scolaire, sportive, récréative, de bien-être, etc., et ben, là aussi, c'est une question de culture. Parce que, pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'on n'a pas les clés, parce que c'est pas nous, parce que non, c'est les autres, parce que je ne quitte pas le quartier, etc. Il n'y a pas d'autre transformation que la transformation culturelle. C'est pas une affaire d'un mandat, hein. Ça c'est sûr. C'est plus lourd que ça. Mais donc, madame, désolé, parce que je pense que Pierre et moi, bien sûr qu'on est complètement habités par ça, mais le projet culturel, il est fondamental parce que c'est l'antidote. Écoutez, c'est pas difficile à comprendre. Il arrive aux métropoles dans le rapport à la commune, ce qui est arrivé à la France dans le rapport à l'Europe. On sait pendant 40 ans, il expliquait que l'Europe, machin technique, etc. Bon, je crois qu'on commence à devenir un peu plus européen. Et voilà, on est en train de devenir un peu plus, je dis pas simplement métropolitain, mais communautaire dans le sens où la commune, François, du coup, je fais le plus bon là, c'est la française de la politique, la commune, François, c'était une chose fondamentale pour constituer les collectifs. Je dis, c'est un bilan, c'est un collectif religieux, je te rappelle, d'accord, simplement. Acceptons, parce que c'est un collectif qu'il faut prendre très très au sérieux. Mais ce collectif ne les résume pas tous, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un collectif national qui a joué des fonctions absolument essentielles dans l'émancipation sociale. Donc là, aujourd'hui, il y a un collectif qui doit jouer un rôle fondamental dans notre émancipation. Ça s'appelle le collectif métropole, ou communauté. C'est un beau mot, communauté, quand même. Communauté de communes, communauté de coopérative. Pourquoi ça désigne strictement un machin technique? Alors que communauté, moi j'ai envie de faire une communauté avec d'autres gens plus grands que la commune. Ça pose des problèmes à l'institution communale, je pense, plus qu'à l'identité communale. Au rôle notamment de l'élu communal, qui doit être totalement redéfini dans une structure où effectivement la légitimité territoriale est partagée. J'aurais encore un dernier mot à dire sur la proximité, alors excuse-moi. Vas-y. Et un tout dernier mot sur la proximité. Avec la voix éraillée. Il y a la voix éraillée, mais la défiance est là. Bon, ben ça va, c'est l'essentiel. Et écoutez, vous allez vous faire dire toute la campagne qu'il y a une défaillance de proximité pour les élus en général, et pour les réponses publiques en général, et pour les réponses qui auraient la prétention d'être métropolitaine en particulier. Et il y a un débat national sur de quoi on parle quand on parle de proximité? Quelle est cette exigence croissante de partout de dire il n'y a plus de proximité, on ne sait plus qui ramasse les poubelles, il n'y a personne au bout du fil, les services ne sont plus là, etc. Moi j'ai réfléchi un peu à la question pour le coup, j'ai envoyé des textes quand ils sont publiés sur site. Moi je pense qu'en fait on n'est pas d'une société où les choses ont disparu, où les capacités de recours aux services ont disparu, où les poubelles ne sont plus ramassées. Moi, je connais des pays où on ramasse plus les poubelles, je veux dire, c'est pas la France. Hein. D'ailleurs, quand on est en République, ça se voit, mais ça fait bien que le reste du temps, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les gens ont une demande, les personnes ont une demande d'attention à ce qu'ils sont eux, en tant qu'individus. Là, c'est pas la question de la proximité du service. Franchement, on n'est pas dans des pays où ça a disparu, encore moins dans les métropoles. C'est pas parce qu'on a fait un grand machin qui s'appelle la métropole à 49 communes qu'on a fait disparaître les capacités de réaction. Il y a d'autres organismes bien plus lourds, complexes, la Poste, la SNCF, etc., qui ont surmonté la proximité tout en étant des très grandes organisations. Ce qui est en jeu, c'est une demande contemporaine très aiguë que les personnes puissent faire l'objet d'une attention personnelle aux problèmes qu'ils ont eux, problèmes spécifiques, singuliers, urgents, et qui finalement n'est pas le problème du collectif, mais qui est le leur. Eh bien, une métropole, ça doit pouvoir développer des politiques publiques, des réponses, une administration, des élus, une écoute aux personnes. Je ne vois pas où est le problème. À 49, ça peut se faire tout aussi bien que dans la commune de Lambda. Et c'est pas parce qu'on est 500 000 à devoir confier cette mission de la politique de l'attention qu'on ne va pas y arriver. On peut le faire aussi bien au niveau national, bien sûr, et plus grand encore. Mais ça change de prisme. Ce dont cette société a besoin, c'est pas de proximité, c'est d'attention. Et si on arrive à raisonner comme ça, on va reformuler beaucoup de choses dans les métiers de l'action publique et dans les missions des élus. Merci. Jean-Paul, le micro, c'est